Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui prend de plus en plus de place partout dans le monde professionnel. Les compétences comportementales. Ouais, les fameuses soft skills, un terme qu'on entend beaucoup, c'est vrai. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et pourquoi c'est devenu si central? C'est une excellente question. Et c'est essentiel parce que ça remet, on va dire, l'humain et ses interactions au cœur de la performance au travail. Et aussi du bien-être, d'ailleurs. Hmm. Et pour notre exploration aujourd'hui, on s'appuie sur quoi? Une source particulière? Alors, on a une analyse assez poussée, oui, trouvée sur le site Recrutement Talent. L'article s'intitule « Booster votre carrière avec les soft skills ». C'est assez direct. D'accord, clair et net. Donc notre objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça, comprendre ce que sont ces soft skills, pourquoi elles pèsent aussi lourd que les compétences techniques finalement. Absolument. Et surtout, comment on peut les développer, les cultiver pour vraiment dynamiser son parcours pro. C'est ça, donner une nouvelle dimension peut-être. Tout à fait. D'ailleurs, l'analyse commence avec un exemple, celui de Clara, une consultante en marketing. Ah oui, qu'est-ce qui lui arrive à Clara? Elle réalise au fur et à mesure que sa réussite ne dépend pas que de sa maîtrise des outils marketing, quoi. D'accord. Sa capacité à bien communiquer, à gérer des relations parfois un peu tendues, à résoudre des petits conflits, ça a été tout aussi déterminant. Je vois très bien. C'est une prise de conscience assez classique, j'ai l'impression. On mise beaucoup sur le savoir-faire, les hard skills, Oui, le technique, le mesurable. et puis, paf, le terrain nous rappelle que savoir interagir, savoir s'adapter, comprendre les autres, c'est crucial, ce fameux savoir-être. Exactement. C'est cette dimension-là, souvent moins apprise à l'école, qui fait une grosse différence au quotidien. Bon, alors, si on commençait par bien définir les choses. La distinction de base. Oui, posons les bases. Les hard skills d'un côté. Ça, c'est assez clair, non? C'est le technique, oui. Ce qu'on peut prouver, un diplôme, un certificat, un test. Maîtriser un logiciel, une langue étrangère, faire des calculs complexes, voilà, c'est tangible, mesurable. Et de l'autre côté, donc, les soft skills. Là, on est sur l'humain, le relationnel, le comportemental, l'empathie, le travail d'équipe, la communication, la résolution de problèmes, la créativité, la gestion du temps, l'intelligence émotionnelle aussi, on en parle beaucoup. Tout à fait, c'est plus subtil, on va dire, à évaluer. Mais l'impact sur la performance, individuelle ou collective, il est bien réel. Ce qui est intéressant, c'est que c'est transversal, non? Une hard skill peut être très spécifique à un métier, Alors qu'une soft skill comme la communication ou l'adaptabilité, ça sert partout, hein. Dans tous les secteurs, à tous les niveaux. c'est exactement ça. Et leur importance, elle fait que grandir. C'est un point clé de l'analyse de recrutement talent. Et pourquoi cette montée en puissance alors? Déjà, les environnements de travail changent. C'est beaucoup plus collaboratif qu'avant, moins en silo. Pense aux méthodes agiles, au travail en mode projet. Oui, ça repose énormément sur l'interaction entre les gens. Voilà. Et puis, il y a le rythme des changements qui s'accélèrent. Nouvelles techno, réorganisation, les marchés qui bougent tout le temps. Du coup, être capable de s'adapter, c'est presque une question de survie pro, quoi. Complètement. D'ailleurs, l'article cite une responsable RH, une certaine Julie, et ce qu'elle dit est assez parlant. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « À compétences techniques égales, ce sont les soft skills qui nous aident à trancher entre deux candidats. Ah oui, quand même, c'est direct. Et elle ajoute un truc comme la capacité d'un candidat à bien communiquer et à s'intégrer à l'équipe est aussi cruciale que ses connaissances techniques. » Ok, donc là on voit bien le changement. C'est plus juste la cerise sur le gâteau, les soft skills. Non, c'est un ingrédient de base maintenant. Et c'est logique en fait. Ces compétences, elles fluidifient la collaboration, elles aident à gérer les pépins plus calmement et créent un meilleur climat de travail, plus de motivation. Et au final, ça doit jouer sur la productivité, j'imagine. Exactement. Elles permettent aux compétences techniques de vraiment s'exprimer, de se combiner. Sans bonne communication, une super idée peut rester dans son coin. Sans adaptabilité, une expertise pointue peut vite devenir dépassée. Donc, la conclusion, c'est qu'on ne peut plus les considérer comme secondaires. C'est une erreur stratégique. Voilà. C'est devenu indispensable pour évoluer. Bien compris. Alors, si c'est si important, est-ce qu'il y en a qui sont plus recherchés que d'autres en ce moment? L'analyse de recrutement talent en met certaines en avant. Oui, tout à fait.
L'article dégage un top 5, si on veut. Et en numéro 1, on trouve la communication interpersonnelle. La communication, mais au sens large, j'imagine, hein. C'est pas juste savoir parler ou écrire correctement. Ah non, c'est bien plus que ça. L'analyse insiste beaucoup sur l'écoute active. Vraiment écouter pour comprendre l'autre, pas juste pour préparer sa réponse. Cette fameuse écoute active. Pas si simple à pratiquer. Non, ça demande un effort. Et puis, il y a la clarté d'expression, bien sûr. Savoir adapter son discours, être diplomate aussi. Même le non-verbal compte. On voit bien les bénéfices. Moins de malentendus, moins de conflits. Ça doit aider à motiver une équipe aussi. Tout à fait. L'article donne l'exemple de Thomas, un manager en ingénierie. Oui. Il dit qu'il a recruté des profils très techniques, mais que c'est souvent leur capacité à expliquer des choses complexes simplement qui a fait pencher la balance. Ça, c'est un bon exemple concret, très parlant. Et la deuxième compétence du top 5? Numéro 2. L'adaptabilité et la flexibilité. Alors ça, dans le monde actuel, VICA, comme on dit parfois, volatile, incertain, complexe, ambigu, c'est la compétence reine, quoi. On peut dire ça, mais ça veut dire quoi être adaptable? C'est juste accepter le changement? Bonne question. C'est plus que ça. C'est pas subir, c'est accompagner activement, ajuster ses méthodes, apprendre vite de nouvelles choses, oser sortir de sa zone de confort. Ok, donc être prêt à revoir ses priorités, utiliser un nouvel outil, changer de processus. C'est ça. L'article prend l'exemple de l'adaptation massive au télétravail pendant la crise sanitaire. Ah oui, ça a demandé une sacrée dose de flexibilité à tout le monde. Exactement. Mais même au quotidien, ça peut être juste devoir jongler avec des urgences ou intégrer une nouvelle procédure interne. D'accord. Troisième compétence clé. La résolution de problèmes. Et là, l'idée, c'est pas juste de voir les problèmes. Mais d'apporter des solutions, être force de proposition. Voilà, on valorise l'autonomie, l'initiative, ne pas juste remonter le problème, mais arriver en disant « voilà le souci et voilà ce que je propose pour essayer de le régler Même si la solution n'est pas parfaite, l'important c'est d'essayer. ». C'est ça. L'article cite une chef de projet, Sarah, qui dit que ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui prennent les devants pour trouver des solutions, même quand il y a un imprévu. Ça montre qu'on est proactif, qu'on ne se laisse pas abattre. Logique, ça tire l'équipe vers le haut. Quatrième compétence. Alors là, on touche à l'intelligence émotionnelle, Oui, un terme très à la mode. on l'entend partout. Mais qu'est-ce que ça recouvre précisément? En gros, c'est la capacité à, d'abord, reconnaître et comprendre ses propres émotions, et ensuite percevoir et prendre en compte celles des autres. C'est fondamental pour bien naviguer dans les relations au travail. Les bénéfices concrets, ce serait quoi, Mieux gérer son stress, peut-être? Oui, ça aide beaucoup à gérer son stress, mais ça permet aussi de mieux comprendre pourquoi un collègue réagit d'une certaine façon, d'anticiper les tensions, de communiquer avec plus d'empathie. Et donc de mieux gérer les conflits quand ils arrivent. Exactement, ça crée un environnement de travail plus positif, plus harmonieux. L'article dit que c'est de plus en plus important, surtout pour les managers, mais en fait c'est utile en tout le monde. Ça fait le lien avec la communication et le travail d'équipe, j'imagine. Tout à fait. Et ça nous amène pile à la 5e compétence clé, le travail d'équipe et la collaboration. Un grand classique, celui-là. Mais toujours aussi pertinent, non? Plus que jamais. Le travail en solo, ça devient rare. Savoir collaborer, ça veut dire quoi? Partager l'info, écouter les autres, accepter leurs idées. Faire des compromis aussi, j'imagine? Et savoir donner et recevoir du feedback, constructif de préférence. C'est essentiel, oui. C'est la base de ce qu'on appelle l'intelligence collective. D'ailleurs, l'article recitait Julie, la RH. Oui, elle disait. La réussite d'un projet repose avant tout sur la qualité de la collaboration entre les membres de l'équipe. Difficile d'être plus clair sur l'importance de la chose. Donc, si je résume, ce top 5 de recrutement talent: communication interpersonnelle, adaptabilité, flexibilité, résolution de problèmes, intelligence émotionnelle et travail d'équipe, collaboration. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comme elles sont liées entre elles, en fait. Ah oui, Bah oui, une meilleure intelligence émotionnelle, ça va forcément améliorer la communication et la collaboration. Une bonne capacité à résoudre les problèmes, ça aide à être plus adaptable face aux imprévus. C'est un tout. c'est un écosystème de compétences, en quelque sorte. J'aime bien cette image, oui. Un écosystème comportemental. Très clair. Bon, mais alors, la question qui tue, est-ce que c'est inné tout ça? Est-ce qu'on est bon communicant ou super adaptable? Ou est-ce qu'on peut travailler dessus? Ah, c'est la question. Et la bonne nouvelle, selon l'article, c'est oui, ça se travaille. Ça se cultive, ça se renforce. Ouf,
C'est pas une fatalité si on se sent pas au top sur certains points? Non, absolument pas. Bon, ça demande un effort conscient, c'est sûr, une vraie volonté et des stratégies. Mais on peut tous progresser. Ça, c'est encourageant. Et l'analyse donne des pistes, des conseils pratiques pour s'y mettre? Oui, l'article propose 5 conseils assez concrets. Le premier, ça concerne une compétence dont on a déjà parlé, pratiquer l'écoute active. D'accord, mais comment on fait concrètement? Juste se taire et hocher la tête? Non, c'est plus actif que ça. C'est vraiment se concentrer sur l'autre, essayer de comprendre son message profond sans préparer sa propre réponse dans sa tête. Ok. Concrètement, en réunion par exemple, prendre des notes sur ce que dit la personne, pas sur ce qu'on veut répondre, poser des questions pour être sûr d'avoir bien compris. Si je résume, tu veux dire que, reformuler ce qu'on a compris, faire attention aux gestes, au ton. Ça demande de la discipline au début, j'imagine. Oui, c'est un entraînement, un muscle à développer. Deuxième conseil, Alors, sortir de sa zone de confort. C'est le meilleur moyen de booster son adaptabilité et sa flexibilité. ah oui, logique. Si on reste toujours dans ce qu'on sait faire, on ne progresse pas sur ce plan-là. Exactement, donc l'idée c'est d'oser. Se porter volontaire pour une mission un peu différente, accepter une tâche qui nous fait un peu peur, participer à un projet transverse avec des gens qu'on ne connaît pas. Même si c'est inconfortable au début. Surtout si c'est inconfortable. L'article donne l'exemple d'un profil technique qui irait faire une présentation commerciale. C'est en affrontant ces situations nouvelles qu'on élargit sa palette, qu'on gagne en confiance. C'est un investissement. Je vois. Troisième conseil pratique. Prendre des initiatives dans la résolution de problèmes. Ne pas rester passif face aux obstacles. C'est-à-dire essayer de régler les petits soucis soi-même avant de demander de l'aide? Oui, ou même pour des problèmes plus gros. Ne pas juste alerter, mais arriver avec une ou deux idées de solution. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être essayer ça. Même si ça ne marche pas, la démarche est appréciée? Absolument. Ça montre qu'on s'implique, qu'on est responsable. Et ça nous entraîne à analyser les situations et à chercher des solutions. Ça développe vraiment cette compétence. D'accord. Quatrième piste. Mhm. Travailler sur son intelligence émotionnelle. Ça paraît un peu plus flou peut-être. Comment on fait? L'article suggère une approche simple en 2 étapes. D'abord, prendre conscience de ses propres émotions. S'observer, quoi. C'est ça. Avant une réunion stressante, après une discussion tendue, essayez de mettre un nom sur ce qu'on ressent. Stress, colère, frustration ou joie. Juste identifier l'émotion, c'est déjà un pas pour mieux la gérer, pour éviter de réagir à chaud. Une sorte d'autodiagnostic émotionnel? Et la deuxième étape? C'est de développer sa capacité à reconnaître et comprendre les émotions des autres. Être plus attentif aux signaux qu'ils envoient, verbaux ou non. Essayer de se mettre à leur place, de comprendre leur point de vue. L'empathie donc. Oui. Et cette compréhension permet d'ajuster sa propre communication, d'être plus constructif. Parfois, juste demander comment tu vis la situation, ça change tout. Ça demande de l'attention et une vraie curiosité pour l'autre. Et le dernier conseil? Le 5e, c'est de s'investir vraiment dans les projets d'équipe. C'est un super terrain d'entraînement pour plusieurs soft skills en même temps. Pas juste être là, mais participer activement. Exactement, proposer son aide, partager ses infos, écouter les autres même si on n'est pas d'accord, chercher le compromis, contribuer à la bonne ambiance. Chaque interaction est une chance de pratiquer sa communication, son adaptabilité, son intelligence émotionnelle et bien sûr, sa collaboration. C'est vrai que le travail d'équipe, c'est un peu un crash test permanent pour les soft skills. On peut dire ça. Ok, donc pour résumer les conseils. Écoute active, sortir de sa zone de confort, prendre des initiatives pour les problèmes, travailler son intelligence émotionnelle, soi et les autres, et s'investir à fond dans l'équipe. Ça donne une bonne feuille de route. Oui, ce sont des actions concrètes que tout le monde peut mettre en place, à son niveau. Ce que cette analyse de recrutement talent montre bien, c'est que dans le monde pro d'aujourd'hui, ces compétences comportementales, c'est plus un nice to have. C'est un must-have. Exactement. Elles ne remplacent pas l'expertise technique, bien sûr, mais elles la complètent, elles la démultiplient. Le message clé, finalement, c'est que prendre du temps pour développer ses compétences humaines, c'est pas du temps perdu. C'est un investissement stratégique. Totalement. Pour sa carrière, pour son employabilité et même pour se sentir mieux au travail, tout simplement. La réussite, elle se joue à l'intersection des hard skills et des soft skills. Et c'est la combinaison des deux qui fait la différence sur le long terme, qui permet d'être performant de manière durable et collaborative. Bon, eh bien, c'était une exploration vraiment éclairante, basée sur cette analyse de recrutement talent. On comprend mieux ce que sont ces compétences et pourquoi elles sont devenues si cruciales. Et pour finir, peut-être une petite piste de réflexion. Au lieu de se demander juste quels soft skills je devrais améliorer en priorité, on pourrait aussi réfléchir à l'effet domino. C'est-à-dire, comment ça?
Si je décide de travailler spécifiquement une compétence, par exemple, apprendre à donner du feedback constructif plus souvent, c'est lié à la communication, à l'intelligence émotionnelle. D'accord. Quel pourrait être l'impact de cette seule amélioration sur mes autres compétences, sur la dynamique de mon équipe, sur les résultats d'un projet? Voir les choses non pas séparément, mais comme un système interconnecté. Intéressant. Penser en termes d'écosystème comportemental, comme tu disais tout à l'heure. Quelle petite action ciblée pourrait avoir le plus grand impact global? Voilà. Une question à méditer peut-être. Parfait. Une belle ouverture pour poursuivre la réflexion chacun de son côté. Merci pour cet échange approfondi. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.